Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Aujourd'hui, on va notamment parler d'aide à domicile et de services à la personne. L'antenne sarregueminoise de la MAPA effectue des missions variées pour répondre aux besoins. On fera le point avec Anne-Marie Bezenwald et avec Eliane Stellé. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Et merci de participer à cette émission. On parlera aussi de confiance en soi avec Sandra Dalfero Mostachari qui est coach personnel et professionnel d'Atiola Consulting. Bonjour. Bonjour Julia. Et puis on parlera de vos goûts à vous en matière d'humour sur scène puisque c'est le thème de la question du jour et Sandrine va nous dévoiler vos commentaires. Bonjour Sandrine. Salut. Mais on commence cette émission à Ypelin où un incendie s'est déclaré tôt ce matin. Marie-Laurence est en duplex sur place pour nous en dire plus. Marie, bonjour. Première question évidente, est-ce que le feu est éteint ? Bonjour Julia, oui, le feu est désormais éteint. L'incendie s'est déclaré ce matin à 6h au centre socioculturel d'Ypelin, qui abrite également le clubhouse du club de foot de la commune. 40 pompiers étaient environ pendant 3 heures sur place pour tenter d'éteindre les flammes. Et résultat, quelle est l'ampleur des dégâts, Marie ? L'incendie s'est propagé sur plus de 150 mètres carrés. La salle a été malheureusement entièrement détruite par les flammes, tout comme le clubhouse. Et les tribunes du stade ont également été ravagées par l'incendie. Il faut savoir qu'une partie de cette salle a été rénovée et une autre partie construite il y a seulement 5 ans. Par contre, l'incendie ne s'est pas propagé au-delà du bâtiment, ni du côté de la forêt, ni du côté des habitations. Et est-ce que la cause de l'incendie est accidentelle ou bien est-ce du vandalisme ? Pour l'instant, on n'a pas l'information. Une enquête va bien sûr être menée pour déterminer les causes de cet incendie. Et je serai tout à l'heure avec le maire de la commune pour en discuter. Ok Marie, donc à très vite. On te retrouve tout à l'heure. On fait d'abord le tour de l'actu en 60 secondes. Mauvaise année pour le tourisme fluvial transfrontalier. Après une réouverture provisoire et de courte durée cet été, une deuxième phase de travaux démarre. La rénovation de la deuxième porte de l'Écluse va probablement durer jusqu'au 1er mai 2018. Le SFC ne brillera pas en Coupe de France. Les statistiques le prédisaient, les Sarregueminois ne réussissent pas contre Biesheim. Après 2 buts encaissés, le match était plié. L'entraîneur Sébastien Meyer le dira au micro de Mosaïque, on aurait pu jouer des heures encore et on n'aurait pas marqué. Reste le championnat pour convaincre, mais c'est mal parti. Des rues encombrées de voitures à côté d'un parking vide, il est fréquent de constater que lors d'un spectacle au Casino des Faïenceries, il y a énormément de voitures garées sur les trottoirs et dans les rues alentours, et presque personne sur le parking récemment ouvert. Manque de communication ou de bonne volonté. Patience, les travaux en zone commerciale de Grosse-Blie touchent à leur fin. La circulation a connu quelques chamboulements, le temps de la pose du dernier macadam. Les automobilistes devront maintenant s'habituer à un nouveau giratoire. Dans un mois, le gros œuvre devrait être fini. L'opération Allons plus loin pour nos enfants rapporte 6 000 €. C'est la belle somme reversée à l'association Sourire à l'hôpital. Le 2 septembre, la concession Ford de Sarreguemines avait proposé des essais de voitures gratuits et pour chaque essai effectué, 20 € étaient reversés à l'association. Le Sarreguemines Badminton Club réunit 137 joueurs pour un tournoi officiel. Une trentaine de clubs de la région Grand Est et de Sarre ont disputé quelques 220 matchs. Cette 18e édition du tournoi des faïenciers revêt un caractère convivial et surtout officiel. Les locaux étaient représentés par 18 badistes, dont 5 en équipe de National 3. Et les nouvelles côté météo, Sandrine, ça donne quoi ? On avait un peu d'espoir ce matin, j'avais l'impression avec le soleil qui était bien présent, mais il va finir par se cacher dans les nuages dès cet après-midi. Voilà, bon, on regarde les prévisions de Météo France pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Pour l'instant, il fait encore à peu près beau, mais ça ne devrait pas durer. Les pluies vont arriver dans le courant de l'après-midi et continuer encore jusqu'à demain. Le ciel sera très couvert et même si les pluies ne seront pas nombreuses, le temps va rester très humide tout au long de la journée.
Côté température, on progresse un peu, mais ce sera la seule bonne nouvelle de la journée. Les minimales iront de 7 à 9 degrés et les maximales de 12 à 15 degrés. Demain, nous sommes le mardi 24 octobre et nous fêtons les Florentins. Le soleil nous accompagnera de 8h07 à 18h24. Je vous retrouve dans un instant pour la suite de l'émission. Agi Fermeture, le spécialiste de vos fenêtres, portes de garage, portes d'entrée et de vos portes intérieures. Agi Fermeture, une équipe au service de vos projets. Le clubhouse d'Ypelin a été ravagé par les flammes. Le feu s'est déclaré ce matin à 6h. Les sapeurs-pompiers ont rapidement maîtrisé l'incendie et à 9h, ils évacuaient déjà les lieux. Comment s'est déroulée leur intervention? Réponse dans ce reportage de Marie Luff. 6h ce matin, les pompiers de Sarreguemines sont appelés pour un feu au niveau du terrain de football d'Ypelin. Les flammes sont visibles depuis l'entrée de la commune. Les premiers engins de la compagnie de Sarreguemines arrivent sur place. L'embrasement est généralisé au niveau des tribunes et du clubhouse. Le chef de groupe demande immédiatement des renforts. Au total, nous avions sur place un groupe incendie de Sarreguemines, donc composé d'un fourgon ponton, d'une échelle et d'un camion porteur d'eau avec le chef de groupe. Ont été engagés également un groupe d'alimentation avec un véhicule de Forbach qui porte 2000 mètres de tuyaux et un fourgon ponton de Putanjolac. Puis en renfort également un deuxième groupe incendie avec un moyen aérien, un bras élévateur de Sarralbe et un fourgon ponton de Putanjolac. Une quarantaine d'hommes sont mobilisés. L'incendie est important, plus de 150 mètres carrés sont en feu. Par chance, le bâtiment est isolé des autres habitations et inoccupé. Pas de risque non plus de propagation au niveau de la forêt, vu l'automne et le taux d'humidité. L'eau a été pompée depuis un étang qui se situe à moins de 400 mètres du bâtiment. Vers 9h, l'incendie est totalement maîtrisé, mais demeure sous contrôle. Nous laissons un moyen pour l'instant en surveillance qui va avec une caméra thermique à la recherche de points chauds qui peuvent subsister pour les traiter. Et en fin de matinée, nous referons une ronde avec un camion et un officier pour contrôler que tous les points chauds aient bien été éteints. Les tribunes et le bâtiment sont détruits. L'émotion est palpable dans la commune et en particulier chez les riverains. Marie-Josée Bast habite en contrebas du stade de foot à Ypelin. Marie Luff lui a demandé comment elle a été alertée. C'est le chien qui m'a réveillée. J'ai entendu du bruit. Alors c'était déjà les pompiers qui faisaient le branchement de l'eau, des tuyaux, quoi. Et après j'ai vu les hautes flammes. J'ai rien vu d'autre. Et les hautes flammes, elles étaient comment? De 1 mètre 52 mètres sur tout le côté d'en bas là. Quand on voit ça et qu'on habite en bas de la rue, on est dans quel état d'esprit? On a peur pour sa maison? Pas du tout. On est quand même à une certaine distance. Et c'est impressionnant, c'est la première fois que vous voyez un incendie? Impressionnant, j'ai crié. Et on retrouve Marie en duplex à Ypelin, elle est aux côtés du maire de la commune. Oui, et l'émotion est grande aujourd'hui à Ypelin. Je suis avec Philippe Legato, monsieur le maire, bonjour. Vous étiez très tôt ce matin sur place, on l'a vu dans le reportage, le centre socio-culturel est totalement détruit. Qu'est-ce que vous avez ressenti ce matin en arrivant sur les lieux? Beaucoup de tristesse, bien sûr. J'ai été informé vers 6h qu'il y avait le feu. Je me suis déplacé tout de suite sur place, les pompiers étaient derrière moi. J'ai trouvé des flammes, le bâtiment en feu, et beaucoup de tristesse pour ma part et beaucoup de tristesse pour l'ensemble des associations du village. Oui, parce que ça aura un impact pour elle, notamment le club de foot qui avait le clubhouse et toutes les associations qui organisaient des événements ici. Oui, tout à fait. Les associations avaient besoin de cet outil-là. Nous l'avons créé il y a 4 à 5 ans de cela. Et malheureusement aujourd'hui, quand on voit qu'il est complètement détruit, on ne peut qu'être triste et souffrir et avec les associations, l'ensemble des associations de la commune. Et donc vous étiez là ce matin, la commune a bien coopéré avec les pompiers pour combattre l'incendie, ce qui a pu notamment éviter que l'incendie se propage au-delà du bâtiment. Oui, heureusement, oui, nous avons bien coopéré, bien sûr. Je tiens à ce propos à remercier M. Wagner-Aimé qui a mis ses étangs à disposition pour pouvoir prélever de l'eau. Naturellement, c'est
C'est triste. Bon, je n'ai pas. J'ai un sentiment d'amertume, un sentiment de tristesse, et puis ça s'arrête là pour l'instant. Veuillez m'excuser. Je suis très ému, et puis voilà. Nous avons fait créer cet outil pour les associations du village, et quand on voit qu'on a travaillé pendant des années pour cette infrastructure, et qu'aujourd'hui, en 5 minutes, ça a été détruit complètement, c'est très amer pour nous et triste à la fois. On a entendu qu'il y a une serrure qui aurait pu être forcée dans le stade. Est-ce que pour vous, ça pourrait avoir un lien avec l'incendie de ce matin ? Je ne m'avancerai pas. Moi, je dis que c'est au service instructeur maintenant de faire la lumière sur cet accident ou cet incident. Mais moi, je ne m'avance pas. Je laisse le travail. Il y a des spécialistes, il y a des personnes qui sont habilitées pour cela. Chacun son travail, et je fais confiance en tout cas. Merci beaucoup Philippe Legato. Et donc, comme dit, on attendra bien évidemment que l'enquête soit menée pour connaître l'origine exacte de cet incendie. Absolument, et on va évidemment vous communiquer les conclusions de l'enquête. Merci Marie. Pour le moment, on passe à des sujets plus réjouissants. Temps fort du week-end et manifestations variées. Comme chaque lundi, on vous propose de faire le tour des événements du week-end. On démarre avec le Cross de la Casque. C'est tout de suite dans le VSD qui est réalisé par Marie Lorenz et Uranie Tozik. Attention à ne pas partir trop vite pour ne pas finir essoufflé. 800 élèves de CM1 et CM2 ont dû gérer leur effort pour le grand cross des écoliers. Vendredi, les élèves de toutes les écoles élémentaires de la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence ont participé à cette course. L'ASSA, en partenariat avec l'Agglo, a mis en place un parcours de 1400 mètres. Les 3 premiers de chaque course ont été récompensés individuellement. Un classement par équipe sera effectué par la suite. La cérémonie de récompense aura lieu dans les mois à venir. Pendant que les plus jeunes couraient, les élèves de première étaient attentifs. Ginette Kolinka a connu l'horreur de la déportation. En 1944, elle a été arrêtée avec son père, son frère et son neveu et déportée jusqu'à Auschwitz. Elle raconte aujourd'hui son histoire aux lycéens et elle connaît bien les élèves de Sarreguemines. Ce n'est pas la première fois que Ginette Kolinka, 92 ans, partage son expérience. C'est devant 3 classes de première du lycée professionnel Simon-Lazare qu'elle s'est exprimée vendredi. À Bergen-Belsen, à un moment donné, on a eu des lits superposés. On était 4 dans un lit d'une personne, terminé. Maintenant, on a tous on est dans les chambrées. Les baraques sont partagées en chambrées. Dans chaque chambrée, il y a une dizaine de lits. Et là, on est 1 ou 2 par lit. Là, vraiment, il n'y a pas de drap, il n'y a pas de serviette de toilette, mais il y a un endroit pour se laver à l'abri des regards des autres. Ginette Kolinka a également publié un ouvrage qui pourrait un jour être en vente à la médiathèque de Sarreguemines. Pour la première fois, une braderie du livre a été organisée. Les années passent et les livres se détériorent ou sont en doublon. Au lieu de les jeter, la médiathèque communautaire a décidé de les vendre à petit prix. À seulement 1 ou 2 euros, il y avait de quoi remplir sa bibliothèque. Et les lecteurs étaient nombreux. À 10h, il y avait du monde qui attendait devant les portes. On se serait cru au solde à Paris, honnêtement, quand ça démarre. On avait une file d'attente jusqu'à 11h30 en caisse. Après, ça s'est calmé, mais c'est vrai qu'on a vendu énormément. On ne s'attendait pas à un tel succès. On s'attendait à ce qu'il y ait du monde, mais pas autant. 4500 ouvrages étaient proposés à la vente. Au vu du succès de cette première édition, il y a de fortes chances que cette braderie du livre se pérennise. La littérature peut aussi s'écouter. Grâce au festival Lire en Fête, les enfants ont le choix entre des dizaines de spectacles. Samedi soir, Leila Darwish a déroulé son chapelet de contes à Großbiederstroff. Pendant 1 heure, on pouvait profiter des histoires d'ogresses ou de princes avec une consonance arabe. Il était une fois, il y a longtemps, une femme qui n'avait pas d'enfant. Et pourtant, elle avait tout essayé. Elle était partie en pèlerinage, elle était allée voir des médecins. Il n'y avait rien à faire. Son ventre ne s'arrondissait toujours pas. Une nuit, la femme était dans sa cuisine. Elle était en train de trier des lentilles. Elle a regardé le ciel. Et elle a dit, mon Dieu, je t'en prie, donne-moi une fille. Même si elle doit être aussi petite qu'une lentille. 6 000 € reversés à l'association Sourire à l'hôpital. C'est la belle somme qui a été récoltée grâce à l'opération Allons plus loin pour nos enfants. Le 2 septembre, la concession Ford de Sarreguemines a proposé des essais de voitures gratuits.
Et pour chaque essai effectué, 20 € étaient reversés à l'association. Le chèque a été remis vendredi à Sourire à l'hôpital. Cet argent permettra l'aménagement des nouveaux locaux et des chambres mère-enfant, ainsi que l'agencement de fresques décoratives. Il serait difficile de faire un essai avec les voitures présentées à Richelin. L'association Autopassion Val-de-Sarre a organisé la première édition de Maquette Expo. 14 exposants ont présenté des avions de combat, des pièces d'avant-guerre ou des véhicules radiocommandés. Les visiteurs ont aussi pu découvrir une entreprise de transport entièrement recréée en Lego, ou revivre les passages du Tour de France en Moselle avec une centaine de cyclistes miniatures. 220 matchs en 2 jours. Le Sarreguemines Badminton Club est rodé. Ce week-end s'est déroulée la 18e édition du tournoi des faïenciers. 137 joueurs venus d'une trentaine de clubs de la région Grand Est et de Sarre y ont participé cette année. Toutes les séries étaient représentées, des catégories nationales à promotion. Si ce tournoi est convivial, il est surtout officiel. Tous les résultats comptent. Sarreguemines était évidemment représenté avec 18 badistes, dont 5 de l'équipe de National 3. Dernière étape des journées européennes de la culture juive à Sarreguemines. La chorale Shalom a donné un concert au Casino des Faïenceries. Le groupe, créé à Metz, reprend des chansons traditionnelles juives sous la direction de Marie-Aurore Picard. La trentaine de membres qui composent la chorale chantent en yiddish, en hébreu, en français et en ladino, langue judéo-espagnole. De l'avis des habitants, on aura rarement vu l'église de Blies-Choyen aussi remplie. Le chœur d'hommes de Hombourg a attiré du monde lors de son concert dimanche. La plus ancienne des chorales d'hommes de Lorraine a présenté un programme varié avec des chants principalement a cappella. Un plateau était mis en place au profit de la paroisse. Une troupe qui attire également du monde chaque année, c'est la troupe théâtrale de la paroisse Saint-Martin de Bettwiller. Elle poursuit la représentation de sa nouvelle pièce en plate, As a Yard in Beachaland. Il ne reste plus que 2 représentations, les 28 et 29 octobre, au foyer de Bettwiller. Et côté sport, il y avait aussi ce week-end du foot et de la gym. On en parle dans un instant. À tout de suite. Pour des produits bio et sains au quotidien, La Vie Claire propose une grande variété de pains bio, des compléments alimentaires pour renforcer votre système immunitaire et développer votre vitalité. Prenez soin de votre corps avec toute une gamme cosmétique à base d'ingrédients naturels. Bio Santé Crépy, La Vie Claire, au 5 rue des Ormes, à Sarreguemines. La Vie Claire. Maintenant ça suffit. Hein. Toi, tu vas te faire appareiller. Restez en sécurité avec la passion de l'audition. Mariage, anniversaire, naissance, passez du bon temps avec Festivité. Festivité, Festivité, des idées toutes faites. C'est déjà la fin de l'aventure en Coupe de France. Le Sarreguemines Football Club a laissé ses supporters sur leur faim. Une déception de taille suite aux 2 dernières superbes années. Et cette année, Biesheim signe prématurément la fin de l'aventure avec un score sans appel, 2-0. Reportage de Marie Luff. Premier but à la 23e minute. Sarreguemines encaisse, Biesheim exulte. 1 minute plus tard, les faïenciers prennent un 2e but. C'est très décevant de prendre 2 buts en espace de même pas 5 minutes. Bon, ça tue presque le match. J'espère qu'on
On va se remettre et puis on va remonter la pente là. Hein. Malheureusement, non. La deuxième période est plus rythmée, les Sarregueminois sont mieux organisés, plus offensifs, mais ils n'arrivent pas à marquer. Au bout de 90 minutes de jeu, Sarreguemines est éliminé de la Coupe de France. Cette année, on n'aura pas l'exploit de la Coupe de France des 2-3 dernières années. Bon, on restera sur cette déception. Le coup près tombe aussi côté entraîneur. Mon équipe n'a pas fait un match de Coupe de France comme elle a l'habitude de le faire et donc forcément elle est justement pas récompensée. L'adversaire mérite de gagner, il n'y a pas de contestation possible par rapport à ça. On a été suffisant dans plein de domaines et forcément quand on est suffisant et quand on ne met pas les valeurs qu'il faut, eh ben, on est puni. Sur le terrain, ils ont manqué de solidarité. Pas facile à croire quand on les voit s'entraîner. Côté supporters, on dénonce l'arbitrage. Pour moi, c'est un arbitrage qui était mauvais et qui était en faveur de l'équipe de Bischheim, quoi. Les joueurs sont sonnés, mais lucides. On va se concentrer sur le championnat, on n'est pas très bien en championnat non plus. Donc voilà, ça fait. On dit toujours que quand on sort de la Coupe de France tôt, on a le temps de se consacrer au championnat, donc on va se consacrer au championnat. Voilà, maintenant la défaite elle est là, il faut penser à autre chose. Pensez à autre chose avec les 216 € récoltés ce soir, 1 € par ticket reversé au Téléthon. Défaite aussi pour nos voisins de Médecins. C'était un exploit pour le petit poussé lorrain d'atteindre le 6e tour de la Coupe de France. Les Vosgiens de Raon-l'Étape, qui évoluent en National 2, ont logiquement éliminé la petite équipe de D2. Mais Médecins a malgré tout fait un beau match en réussissant l'exploit de résister plus de 50 minutes avant de finalement s'incliner 2-0. Plus réjouissant côté sport, des graines de champions. Ils sont âgés de 8 à 10 ans et constituent l'élite de la gymnastique masculine dans la catégorie Avenir. Ce week-end à Sarreguemines, ils concouraient pour la revue nationale des effectifs, une épreuve décisive pour la suite de leur carrière. Uranie Tozik était sur place. Ce sont sûrement les prochains gymnastes de l'équipe de France que vous voyez là. Du moins, ils l'espèrent tous du haut de leur jeune âge. À chaque agrès, ces passionnés de gymnastique donnent le meilleur d'eux-mêmes. Tout est important pour cette revue d'effectifs. Et cette année, les juges se concentrent avant tout sur la technique et la formation. Le sol et le saut de cheval sont des agrès où il y a beaucoup plus d'acrobatie. Et puis après, le travail au cheval d'arçon et aux barres parallèles, c'est beaucoup plus un travail avec les appuis. Au parallèle se rajoute le travail en suspension, comme aux anneaux et à la barre fixe. À cela s'ajoutent de nombreux tests physiques pour chacun des participants, musculation, souplesse, évaluation de leur capacité de force et de maintien. Même si les enchaînements sont codifiés par la Fédération française de gym, chaque entraîneur insiste sur des points bien différents. Il faut que les enchaînements qui sont proposés soient de belle qualité, les réceptions doivent être maîtrisées, la tenue de jambes. Il faut travailler sur un corps propre, on dit ça, propre, pour travailler jambes tendues, pointe de pied tendues. Tout ça pour que les notes d'exécution soient les meilleures possibles. Pour avoir des chances d'être sélectionnés, les gymnastes doivent penser au niveau de difficulté et à l'aspect artistique également. Les juges évaluent en fonction de ce qui est présenté. S'il manque un élément, il y aura une pénalité d'1 point, de 0,5. Ensuite, à la fin de ça, toutes les pénalités seront additionnées, seront enlevées à la note de départ, ce qui nous donnera la note finale. Dans la catégorie Avenir, c'est le jeune Hugo Winterstein du club de Sarreguemines qui termine 3e sur le podium. Il pourra donc participer aux divers stages pour se perfectionner et à terme se présenter au championnat de France au mois de mai prochain. Et oui, Hugo Winterstein, un nom à retenir et un athlète qui pourrait participer, qui sait, aux Jeux Olympiques de 2024 qui se dérouleront à Paris. Pas de sport, mais de l'humour à l'ordre du jour de la question posée à nos internautes. Regardez. Ce week-end, il y avait encore plein d'événements dans le secteur, et notamment un spectacle de l'humoriste Anne Romanoff et un théâtre en plate. Du coup, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que pour rire le temps d'une soirée, vous préférez aller voir un humoriste ou du théâtre en plate? Répondez-nous dans les commentaires et on en discutera sur Mosaïque. Alors Sandrine, nos internautes, est-ce qu'ils sont plus fans de théâtre en plate ou de one-man show d'humoristes? Eh bien, figure-toi que le théâtre en plate a la cote. Hélène nous explique pourquoi. Elle nous dit un théâtre en plate, bien sûr, il faut privilégier notre belle langue locale, que ce soit en Lorraine ou en Alsace. Nous avons la chance de pouvoir habiter près de régions frontalières et gardons ces valeurs pour nos enfants et les générations futures. Et en plus, cela nous fait un bien fou de rire pour oublier les actualités politiciennes qui sont d'une tristesse assommante. Emmanuel est plutôt d'accord avec elle. Il nous dit un théâtre en plate. Les humoristes actuels ne me font absolument pas
rire en parlant de théâtre en place. Merci à vous d'être venus à Bettviller cet après-midi pour filmer la pièce. Donc on l'a vu tout à l'heure, c'est vrai qu'on était sur place pour filmer la troupe de Bettviller et c'est des images que vous retrouverez bientôt sur Mosaïque. Laura, elle nous dit qu'elle préfère les spectacles humoristiques. Elle ajoute: c'est une affaire de goût, mais je rigole davantage dans un spectacle. René, lui, n'a pas réussi à se positionner. Il nous dit: peu importe, pourvu qu'on puisse se divertir. Étant originaire de la région de Merlebach, le Platte n'est pas tout à fait pareil que celui de Sarreguemines. Il faut donc se concentrer davantage avec un théâtre en Platte. Et j'ai envie de finir avec Arnaud qui a trouvé le meilleur compromis. Il nous propose un one-man show en Platte. Et du coup, je me retourne un petit peu du côté de nos invités aujourd'hui. Vous, qu'est-ce que vous préférez, du théâtre en Platte ou un one-man show d'humoriste? Je dirais les deux. J'ai d'égalité les deux. Et vous? J'aime les deux, mais avec une petite préférence pour le théâtre en Platte. Ah ben, vous voyez. Malheureusement, je ne parle pas assez bien l'allemand et le Platte pour pouvoir comprendre, mais du peu que j'ai pu voir dans le petit reportage, ça a l'air bien sympathique de voir une pièce de théâtre locale en Platte. Voilà. C'est vrai que c'est souvent très drôle et puis on aura l'occasion d'en voir encore plusieurs avec aussi le Sarreguemines Platt Theater qui va bientôt retourner sur les planches. Et puis une nouvelle question en ligne dès cet après-midi pour nos internautes. Merci Sandrine. Et puis à propos d'humour dont on parlait à l'instant, le rôle numéro 1 de la MAPA, ce n'est pas forcément de faire rire, mais souvent ça contribue à redonner le sourire. Anne-Marie Bezenwald, vous êtes la responsable du service d'aide et d'accompagnement à domicile. Eliane Stellé, vous êtes infirmière, coordinatrice du service de soins infirmiers à domicile. Vous exercez toutes les deux au sein de l'antenne sarregueminoise de la MAPA. Concrètement, je voudrais que vous expliquiez à nos téléspectateurs quelles sont les missions de la MAPA dans le secteur. Pour le secteur de maintien à domicile, donc, les missions sont de la préparation de repas, donner à manger aux personnes qui ne peuvent plus se nourrir seules, de l'entretien du logement, du linge, faire les courses, les petites démarches administratives, des transferts, donc aider au lever, au coucher. Donc, du coup, tout ça, la MAPA, pour cette mission-là, c'est souvent la clé pour pouvoir continuer à vivre et à vieillir à domicile. Tout en voyant ses souhaits respectés. Donc, ce qui n'est pas toujours le cas en structure. D'accord. Du côté des soins infirmiers à domicile, la MAPA s'adresse à qui? Alors, le service de soins à domicile s'adresse aux personnes âgées de plus de 60 ans. Nous avons 87 places à occuper, où on intervient chez les personnes pour dispenser des soins tels que la toilette, l'aide à la toilette et tout ce qui a rapport avec les soins d'hygiène. On peut intervenir, donc on intervient sur prescription médicale. On peut intervenir de 3 fois par semaine à 7 jours sur 7, 2 fois. Et c'est selon l'état de dépendance de la personne. Et c'est des aides-soignantes qui se déplacent au domicile pour faire les soins d'hygiène. À partir du moment où c'est prescrit par un médecin, tout le monde y a droit. Quels sont les critères pour pouvoir bénéficier des services de la MAPA, dans vos deux secteurs d'ailleurs? Le maintien à domicile n'a pas les mêmes financements que le SIAD. Donc nous dépendons plus des caisses de retraite et du conseil départemental, voire du privé. Donc toute personne qui souhaite qu'on intervienne à titre privé chez elle aussi peut prétendre à des si elle a de la chance, dans les contrats qu'elle a signés à l'époque, c'était prévu et du coup elle obtient des remboursements, elle a droit à votre aide? Pas forcément. Nous nous ouvrons aussi à du privé. Purement privé, donc où les gens payent. Voilà. D'accord. Dans votre secteur d'activité, c'est notamment aller faire le ménage. Oui. Chez des personnes qui ne sont plus en capacité de le faire, ou en tout cas de faire qui n'ont plus le temps de le faire.
D'accord. Alors, nous, on va en parler, mais je voudrais qu'on regarde d'abord un reportage, une femme de ménage, mais pas seulement. Parce que si les auxiliaires de vie sociale réalisent les tâches que les personnes âgées ne peuvent plus accomplir, elles sont également là pour les soutenir, leur préparer à manger et discuter avec elles. Illustration dans ce reportage de Guillaume Dumonteil. Pour Dominique Bergdoll, son travail est une vocation. Le contact des personnes âgées, j'ai toujours aimé, voilà. Comme j'aime les enfants, comme j'aime tout le monde. C'est comme ça. Hein. 2 heures par semaine, elle se rend chez Mathilde Marbach, 86 ans. D'abord, on boit le café. Et après, elle commence à travailler. Elle fait tout, l'aspirateur, tout ce qu'il faut faire. Je fais aussi bien des douches, des changes. On aide des personnes à se lever. On les accompagne aux toilettes, même des fois aux courses. Il y a plein de choses comme ça qu'on peut faire, où on peut les aider, on peut les habiller. On leur fait des repas, quelque chose qu'ils aiment, qu'on voit que ça leur fait plaisir et surtout qu'ils mangent. C'est surtout ça. Les 2 femmes se connaissent depuis 8 ans et avec le temps, elles sont devenues amies. Elles se voient même en dehors des heures de travail de Dominique. Il y a des anniversaires qu'on fait ensemble. C'est presque comme la famille, voilà. Et encore maintenant où j'ai perdu ma fille, ça fait aussi un grand trou pour moi. Alors, elle remplace un tout petit peu quand même. Elle est quand même là pour moi. Quand je vois une personne qui, le matin, malheureuse devant sa tasse de café, quand elle se lève et je vois que ça va pas, je me mets un peu assise avec elle et je la console et puis on commence à raconter des choses, de choses et d'autres, de chats, de chiens, de n'importe quoi. Mais je sais que quand je pars, quand je vois son sourire, je sais qu'elle va mieux. Mais moi, je ressens la même chose. Alors je pars, je suis contente. Tout ce que moi je leur ramène, eux ils me le rendent aussi. Hein. Ça c'est sûr. Et c'est ce que j'aime, c'est ce que je trouve de beau. Dominique Bergdoll aime ce qu'elle fait. Elle est fière de son travail et espère pouvoir poursuivre cette activité jusqu'à son départ à la retraite. Je trouve que c'est bien qu'on a maintenant des associations qui peuvent venir en aide aux personnes âgées. Je trouve ça c'est important parce que je me mets moi à la place quand j'aurai quelques berges de plus. Alors Anne-Marie, on vient de le voir dans ce reportage, il y a évidemment des liens privilégiés qui se tissent entre les salariés qui interviennent à domicile et les gens qui bénéficient de vos services. Je voudrais que vous me parliez un petit peu de votre vécu, de celui de vos équipes. C'est courant qu'il y ait comme ça ce genre de relations qui se créent ? Tout à fait. Donc on essaye toujours de faire en sorte que ce soit les mêmes personnes qui interviennent. Donc forcément ça crée du lien et apporte un peu de bonheur aux personnes concernées. Oui, parce que l'aspect psychologique est très important. Enfin, je veux dire, là on voit la dame qui passe par exemple l'aspirateur, mais le plus gros de son boulot en fait, c'est pas ça. Non, c'est effectivement du lien social et amener du bonheur. Est-ce que ça se passe de la même manière quand on intervient à domicile pour des soins infirmiers? Est-ce qu'il y a aussi une relation comme ça un petit peu privilégiée qui se tisse? Tout à fait, il y a des liens qui se créent. Donc c'est vrai que nous, on fonctionne un peu différemment. Notre tutelle, c'est l'ARS. Donc c'est elle qui nous fixe le nombre de personnes où on peut intervenir. C'est elle qui nous fixe les communes où on peut intervenir. Voilà. La prescription médicale, c'est pris en charge à 100%. Les personnes sont contentes de nos interventions. On essaye de respecter un maximum les habitudes de vie. Si une personne se lève un peu tard, on ne va pas intervenir le matin à 7 heures. On a des projets de vie personnalisés pour chaque situation et on essaye de s'y maintenir. Et vous avez une spécificité aussi, c'est une équipe spécialisée Alzheimer. L'équipe spécialisée Alzheimer est venue se rajouter au SIAD en septembre 2011. On peut prendre, c'est une autre équipe, enfin toujours l'infirmière coordinatrice, une ergothérapeute et des assistantes de soins en gérontologie qui interviennent au domicile chez des personnes qui présentent des troubles cognitifs. Donc là, pareil, c'est sur prescription médicale, c'est 12 à 15 séances qui sont réalisées sur 3 mois et donc toujours au domicile et qui sont renouvelables tous les ans. Les personnes atteintes de troubles cognitifs, donc
l'évaluation se fait en fonction donc, des demandes et puis en fonction des demandes, l'ergothérapeute travaille sur les situations qui sont demandées, sur les objectifs fixés. Ça peut très bien être une réhabilitation à une toilette, stimuler la mémoire par différentes façons, des jeux. Voilà. Alors pour cette unité, cette équipe spécialisée, il y a 5 salariés pour, d'après les chiffres que j'ai obtenus, 39 patients. Du côté du service de soins infirmiers à domicile, 25 salariés, 81 patients. Et alors le service d'aide à domicile, pour 886 clients, il y a 135 salariés. Alors forcément, j'ai une question qui fâche à vous poser, mais... la MAPA, dans les médias, il est souvent question de droits des salariés non respectés, de recours au prud'homme, de dossiers qui sont d'ailleurs en cours en ce moment. Comment ça se passe à l'antenne de Sarreguemines? Quelle est l'ambiance? Comment ça va? Bon, il y a des dossiers en cours, donc, et notre direction espère signer les accords avec les syndicats pour éviter justement qu'on avance dans le bon sens pour le respect du droit du travail. D'accord, donc ça va, vous gardez le sourire en parlant Tout à fait. Ça a l'air d'aller. Vous le voyez comment, l'avenir, toutes les deux? Est-ce que vous pensez que les services proposés par la MAPA vont évoluer, vont se développer? Je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui demandent à rester au domicile. Donc, à partir de ce constat, ça va probablement se développer. Tout à fait. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, où toutes les personnes pratiquement travaillent, les familles sont moins disponibles pour les anciens. Donc, forcément, il faut que quelqu'un les prenne en charge. D'accord, donc vous avez encore beaucoup de travail devant vous et pour la suite. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues témoigner aujourd'hui. Je me tourne maintenant vers vous, Sandra Dalfero Mostechari, parce qu'on vient de parler de salariés qui interviennent au domicile des patients ou des clients. C'est typiquement le genre de mission où il vaut mieux avoir une sacrée dose de confiance en soi, non? Tout à fait, tout à fait. Parce que lorsqu'on arrive chez des personnes, on rentre dans leur intimité. Ou des personnes âgées, il faut quand même avoir une certaine confiance en soi dans les gestes qu'on a vis-à-vis d'elles, au niveau déjà le stress de la toilette ou comment les porter pour éviter qu'il y ait un accident. Donc c'est vrai que la confiance en soi est très très importante à ce niveau-là. Mais comment on peut définir, est-ce qu'on arrive à l'expliquer? C'est quoi la confiance en soi? Ça veut dire quoi avoir confiance en soi? Alors la confiance en soi, c'est assez vaste, mais je dirais plutôt que c'est un ressenti. C'est pas un état d'être, étant donné que le 100% n'existe pas. Je vais vous donner un exemple. Lorsqu'on veut faire quelque chose et qu'on a la boule là au niveau du ventre, on sait déjà que c'est pas OK. Notre corps est déjà en train de nous donner un signal d'alarme. Par contre, lorsqu'on fait les choses et qu'on y met, comme j'ai vu dans le reportage avec Dominique, elle y met de la joie, elle a l'empathie, c'est vraiment une vocation. Là, elle se donne tous les moyens pour aller de l'avant. Et justement, dans son travail, elle y prend du plaisir. Et c'est ça qui fait que la confiance en soi est renforcée. Parce que un des ingrédients dans la confiance en soi, c'est l'estime de soi. Le travail qu'elle le fait, elle l'aime. Donc, elle augmente son estime d'elle, enfin, son estime en soi, ce qui va faire que sa confiance en soi va augmenter. Ensuite, la confiance en soi, c'est quelque chose aussi qu'on travaille tous les jours. On peut l'avoir, mais si on ne fait pas des entraînements, on peut la perdre. Ça veut dire quoi? Qu'il faut essayer tous les jours quelque part de se mettre en difficulté, de faire des nouveautés pour... Oui, chaque jour faire des petites actions qui ne sont pas habituelles. Comme exemple, vous, aujourd'hui, vous êtes sur un plateau de TV. Pour vous, Julia, c'est habituel. Pour nous, ça ne l'est pas. Voilà, pour nous, ça ne l'est pas. Et bien justement, en faisant ces petites actions-là, on dit, tiens, j'ai fait, je ne savais pas où j'allais, on était dans une incertitude totale, et on le passe, et en fin de compte, ça se passe bien, on passe un bon moment toutes les 5, et voilà. Tout ça fait que, on augmente son estime de soi, et la prochaine fois, lorsqu'il y a
une autre émission qui aura peut-être lieu sur la MAPA, et ben hop, les personnes seront plus en confiance. Mais alors, pour quelqu'un qui a conscience de manquer de confiance en soi, qu'est-ce qu'elle peut faire, cette personne? Parce que vous êtes devenue une spécialiste notamment de la confiance en soi, mais au sein de votre cabinet Attiola Consulting, vous faites quoi? Vous enseignez la confiance en soi? Ça peut s'enseigner, ça? Alors, je le travaille en particulier lors des coachings, quand les personnes viennent me voir. Sinon, je fais des ateliers, dont un prochainement, au mois de novembre. On va travailler sur l'estime de soi, mais plus particulièrement sur les émotions. On va passer toute une journée à travailler sur les émotions. Pourquoi? Parce que dès le plus jeune âge, on nous a plus ou moins formatés par des croyances. On nous a interdit d'avoir certaines émotions. On nous a autorisé à avoir d'autres émotions, qui fait que maintenant, en étant adulte, ben, quelquefois, en fonction des situations, on se trouve confronté à nos propres émotions. Et voilà. Et en apprenant à gérer ces émotions, à se connaître, on prend les choses avec un petit peu plus de recul et beaucoup de sérénité. Ce qui va faire que la confiance en soi va encore, comment dire, se renforcer à l'intérieur. D'accord. Eh bien, merci beaucoup pour vos conseils. Vous allez voir maintenant en images, il y en a qui ne manquent pas de confiance en elles, ou du moins qui ont intérêt à ne pas manquer de confiance en elles. Ce sont les filles qui pratiquent le roller derby. Alors, elles bousculent, elles bloquent, elles poussent, mais elles se respectent. Les Mechanical Dolls ont accueilli Jean Birkel lors d'une séance d'entraînement, et vous allez voir, ils n'avaient pas intérêt à traîner dans leurs pattes avec sa caméra. Chez les Mechanical Dolls et je suis jammeuse. C'est un sport de filles qui en veulent, quoi. Et c'est du sport, du vrai sport. Vous la tenez. La grande folle lève les pieds. Voilà, sur les genoux. Allez, si tu n'arrives plus à monter, reste sur les bras, c'est pas grave, mais lève les pieds. Voilà. Je m'appelle Stéphane, j'entraîne l'équipe de roller derby de Sarreguemines féminine. Et il n'y a pas longtemps, comme vous pouvez le constater, je me suis fait très mal à une jambe en pratiquant le roller derby. Clairement, quand on vient jouer au roller derby, c'est pas pour enfiler des perles, hein. C'est un sport de contact qui est assez physique, donc ça demande une condition physique assez optimale. Les règles du roller derby, ça se passe sur un track ovale. Dans chaque équipe, il y a 14 joueuses et dans chaque équipe qui sont sur le track, il y a 5 joueuses, 4 bloqueuses et une jammeuse par équipe. Le but du jeu, c'est que la jammeuse puisse doubler les joueuses adversaires. Et à chaque fois qu'elle double une adversaire, c'est un point d'engagé pour son équipe. Bonjour, moi c'est Peggy, je suis bloqueuse chez les Mechanical Dolls. J'ai l'impression de faire du sport et de me muscler un petit peu et de faire une activité physique en fait sans trop d'efforts. C'est plus un loisir, un amusement. En même temps, il y a une espèce de culture un petit peu rock, punk rock et ça me plaît bien. Et voilà, ça va être la fin de cette émission. Merci beaucoup à toutes les quatre d'y avoir participé. C'est vrai que c'était un plateau très féminin aujourd'hui. On va terminer cette émission avec des conseils de tri des déchets. Aujourd'hui, on fait le point sur les conteneurs à verre. Alors, des conseils à suivre et à appliquer, s'il vous plaît. Très bonne journée à tous. À demain.
Pourquoi je ne peux pas mettre les verres à boire ou la vaisselle dans le conteneur à verre alors que c'est du verre? On ne met en effet dans le bac de verre que les emballages en verre. Les bouteilles, les flacons, les pots et les bocaux, car ce type de verre fond à une température de 1000 degrés. Alors que le verre culinaire, la vaisselle ou le verre à boire, a une composition chimique différente et sa température de fusion est supérieure à celle du verre d'emballage. Si ces deux types de verres sont introduits ensemble dans les fours verriers, alors les bouteilles recyclées présenteront des défauts et seront fragilisées. Voilà donc pourquoi il ne faut pas déposer la vaisselle, la céramique ou la porcelaine dans le bac réservé au recyclage du verre. Rappelons que le verre est recyclable à l'infini et peu importe sa couleur. En recyclant le verre, on économise de l'énergie et on évite d'utiliser des ressources naturelles.